Bonjour à tous et à toutes. Je suis content de voir qu'il y en a quelques-uns au moins qui ont regardé le site internet et qui se sont rendus compte que le cours était à 14 heures. Parce que pour ma part, si quelqu'un ne m'avait pas prévenu hier soir, vous auriez pu m'attendre quelques heures cet après-midi. Donc aujourd'hui, on va terminer ce cycle de cours et évidemment, je suis un peu triste et confus parce que j'aurais dû informer peut-être l'audience la dernière fois, l'auditoire, en disant que le cours aujourd'hui était à 14 heures, mais je ne l'avais pas vraiment perçu à ce moment-là. Donc après avoir exploré cette notion d'espèce, tous les problèmes que pose la définition de l'espèce et vu quelques-uns des mécanismes qui sont à l'œuvre dans la différenciation des espèces et un peu dans leur évolution. Évidemment, pour notre dernière rencontre, je voudrais parler de la fin des espèces, puisque c'est la fin de ce cours pour cette année. Et donc cette notion d'extinction, c'est une notion, vous allez le voir, qui est très, d'abord qui est dérangeante pour nous en tant qu'êtres humains. On n'aime pas tellement cette idée d'extinction, évidemment. Ça nous renvoie à notre propre finitude. Et on n'aime pas non plus être responsable de l'extinction d'autres espèces. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la 6e extinction de masse, mais vous allez voir que cette responsabilité des hominines ou des hommes, des Homo sapiens modernes, elle est régulièrement évoquée pour expliquer des extinctions. Et là aussi, c'est une source d'inconfort. Et donc, vous allez le voir que dans de nombreux débats autour de ces questions d'extinction, je crains qu'il y ait, une certaine volonté d'échapper, dans le fond, à la notion d'extinction, soit carrément en disant l'extinction, ça n'existe pas, ou alors en se défaussant sur des causes qui parfois sont... quand on y réfléchit un peu, assez, fantaisiste en fait, mais je pense que c'est une façon d'exonérer, dans le fond, les hominines de ces extinctions. Donc on va parler de deux choses aujourd'hui. En fait, on va parler de l'extinction d'hominines. Alors, bon, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'espèces d'hominines depuis le Miocène, et donc, elles ont toutes disparu, à part nous, mais nous sommes apparus très récemment dans cette histoire. Évidemment, il n'est pas question d'aller d'une espèce à l'autre pour discuter de ce qui lui est arrivé. On va se contenter de regarder deux grands moments où, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a quand même une forme de rupture. Donc un moment qui se situe autour de 1,2 million par là, et où on voit que, dans le fond, toutes ces formes d'hominines qui existent en Afrique, eh bien, elles ont cédé la place à un hominine qu'on appelle Homo ergaster, Homo erectus au sens large. Et puis ce phénomène va se reproduire une deuxième fois avec Homo sapiens. Là encore, on a dans le Pléistocène moyen une grande diversité de formes. Et puis, il y a vraiment un moment de rupture à partir duquel il n'y a plus qu'une seule espèce, la nôtre, qui reste sur Terre. Et puis, on va parler aussi, donc, à côté de cette question de l'extinction de différentes formes d'hominines, on va parler aussi des extinctions des autres espèces qui entourent les hominines et dans quelle mesure on peut lier l'extinction d'hominines avec des extinctions d'autres animaux, ou alors dans quelle mesure les hominines ont pu causer l'extinction d'autres animaux. Alors je voudrais, avant de commencer à parler plus spécifiquement
de ces quelques derniers centaines de milliers, ces dernières centaines de milliers d'années au cours de laquelle ces extinctions sont produites, faire une sorte de zoom arrière et parler en général des extinctions au cours de l'évolution du monde vivant. Et d'abord, pour commencer, je pense qu'il est vraiment important de souligner le fait que l'évolution, c'est surtout une grande histoire d'extinction. Évidemment, on essaie toujours d'être positif, donc on voit la transformation d'une espèce en une autre, l'apparition de formes nouvelles, etc. Mais je vous remontre cet arbre de l'évolution des vertébrés, tel qu'il avait été imaginé par Ernst Haeckel, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé depuis cette époque-là. Donc déjà à l'époque, on savait en gros, on connaissait en gros les grandes lignes de ce qui s'était passé pour les vertébrés. Et vous voyez que dans cet arbre évolutif, eh bien, il y a de nombreux phylums qui se terminent plus ou moins brutalement. Alors évidemment, tout le monde connaît les extinctions de reptiles à la fin de l'ère secondaire, les dinosaures, mais vous voyez aussi qu'il y a d'autres formes qui sont, parmi les poissons, parmi toutes sortes de vertébrés, et même parmi les mammifères, on a beaucoup de formes qui ont existé dans le passé et dont il n'y a aucune trace aujourd'hui. Non seulement il n'y a plus de traces de ces espèces, mais il n'y a pas de descendance directe de ces espèces. Alors juste pour vous rappeler ce que je vous ai déjà dit, on a identifié à peu près 1 million d'espèces dans le monde vivant aujourd'hui. Alors, c'est un chiffre qui est très imprécis. D'abord parce que, comme vous l'avez, je l'espère, compris, définir les espèces, c'est pas très facile. Il y a en particulier, il y a des crypto-espèces, des espèces, dans le fond, qu'on découvre aujourd'hui parce qu'on fait de la génétique et qu'on se rend compte que ce sont des formes distinctes d'autres espèces. On croyait qu'elles étaient, partie prenante. Et puis, alors, il y a des groupes, en particulier les bactéries, les choses comme ça, pour lesquelles définir des espèces, c'est vraiment difficile. Mais donc, on a, disons, listé à peu près 1 million d'espèces, et on pense que le nombre réel d'espèces qui existent, c'est quelque chose, alors vous allez voir, c'est très imprécis, entre 2 millions et peut-être 100 millions d'espèces. Donc, c'est quand même une marge de latitude très vaste. Disons que la plupart des gens s'entendent plutôt autour d'un chiffre, quelque chose comme 8, 10, 12 millions d'espèces. C'est quand même pas mal par rapport aux millions qu'on a nommés, listés, etc. Donc il y a du travail à faire, et d'autant plus que ces espèces, elles disparaissent, une bonne partie disparaît à une grande vitesse. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui a existé dans le passé? Et là, les estimations, vous allez voir, sont encore plus vertigineuses parce qu'on pense que les espèces qui existent aujourd'hui, ça représente à peu près peut-être le millième des espèces qui ont existé dans le passé. Donc, vous voyez, si vous multipliez même 1 million par 1000, ça fait beaucoup d'espèces. Alors, je ne parle pas de 10 millions ou 100 millions multipliés par 1000. Donc, un nombre absolument inouï d'espèces qui ont existé et qui ont disparu. Et évidemment, ces disparitions, dans le fond, elles sont un des mécanismes de l'évolution. C'est parce qu'il y a des espèces qui disparaissent qu'il y en a d'autres qui, dans le fond, se développent, occupent les mêmes niches écologiques ou des niches écologiques nouvelles. Donc, c'est un petit peu comme la mort des individus, qui est un des mécanismes de l'évolution, du changement des espèces au cours du temps. Les espèces elles-mêmes, elles, si je peux dire, elles doivent disparaître, même s'il y a des espèces qui
qui vivent très très longtemps en termes de chronologie géologique. Et il y a des formes qui ont très très peu changé au cours du temps. Tout à l'heure, j'ai évoqué la disparition de grands reptiles à la fin du Crétacé, donc tout le monde connaît l'histoire des dinosaures, etc. Mais il y a des espèces, les requins par exemple, il n'aurait rien arrivé de vraiment spécial à ce moment-là. Donc il y avait des requins avant, il y a toujours des requins. Bon. Donc énormément d'extinctions, et évidemment la question c'est qu'est-ce qui leur arrive exactement à ces espèces au moment où elles disparaissent. Et bon, vous allez voir qu'il y a différentes causes qui sont évoquées. On va en parler plus spécifiquement pour les hominines. C'est lié souvent à des changements de l'environnement, et puis aussi à la compétition avec d'autres espèces qui font que, justement, dans un contexte qui change, eh bien, une espèce, dans le fond, peut prendre la place d'une autre, et puis cette autre, elle disparaît. À ce bruit de fond constant d'extinction, on a d'ailleurs mesuré, on sait à peu près, je ne parle pas de la période moderne, mais disons dans le passé, on a une idée de quel est le rythme normal d'extinction par siècle, par millénaire d'espèces. À cela s'ajoutent des grands événements d'extinction, et là aussi c'est quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler déjà, parce que on parle beaucoup aujourd'hui de la 6e extinction de masse créée par l'homme lui-même, mais si c'est la 6e, ça veut dire qu'il y en a eu 5 autres avant, au moins. Et donc, voilà, on les a identifiés. Donc, vous voyez, il y en a qui sont produites il y a très très longtemps, au cours de l'ère primaire, l'extinction de l'Ordovicien, l'extinction du Dévonien. Donc là, c'est des périodes de temps pendant lesquels on a essentiellement des animaux marins, donc ça se passe dans l'eau, tout ça. C'est un petit peu difficile de mesurer la hauteur de ces pics, parce que est-ce qu'il faut compter le pourcentage d'espèces qui disparaît, ou le pourcentage de genres, ou le pourcentage de familles, c'est-à-dire de groupes d'espèces plus ou moins étendus. Donc il y a différentes façons de comptabiliser les choses, mais enfin, disons, tout le monde s'entend sur le fait qu'il s'est passé quelque chose de particulier à la fin de l'Ordovicien, à la fin du Dévonien. On va voir, c'est un petit peu différent. Et puis après, plus proche de nous, si je peux dire, alors là, parce que ça touche des vertébrés terrestres, la troisième grande extinction, c'est celle de la fin du Permien. Vous allez voir que c'est peut-être celle qui a été la plus impressionnante, la plus massive. Il s'en produit une autre à la fin du Trias, et puis cette fameuse extinction de la fin du Crétacé, où on a vraiment basculé du monde des dinosaures dans le monde dominé par les mammifères. Alors comment est-ce qu'on définit ces extinctions de masse, ces pics, parce que vous voyez qu'il y a quand même des variations du taux d'extinction au cours du temps. Donc on considère que ces grandes extinctions, ce sont des moments où il se produit une crise, qui peut être liée à un changement brutal de l'environnement, une catastrophe quelconque, au cours de laquelle il y a au moins 75% des espèces animales et végétales présentes sur Terre et dans les océans qui disparaissent, et cela dans un temps assez court. Il y a cet aspect de soudaineté de l'événement, donc on considère que ces fameuses grandes extinctions, elles se produisent en moins de 5 millions d'années. Si ça prend plus de 5 millions d'années, d'ailleurs c'est un peu le problème avec l'extinction du Dévonien, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors, vous allez peut-être penser que je pars très très loin des hominines, mais vous allez voir, je vais évoquer des mécanismes, en particulier des mécanismes catastrophiques, sur lesquels on va revenir plus tard, parce qu'on les a aussi évoqués pour les hominines. Alors, quelques mots de ces 2 ou 3 de ces grandes extinctions. Donc celle de l'Ordovicien, donc c'est la première qu'on connaisse bien. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui se passe dans les océans. Et donc ce qui se produit à la fin de l'Ordovicien, c'est qu'on a une glaciation très importante.
Et à cause de la dérive des continents, il se trouve qu'il y a des terres qui sont aujourd'hui considérées comme très très chaudes et ensoleillées, comme le Sahara par exemple, qui se trouve être au centre de ces phénomènes de glaciation, puisque le Sahara se trouve où se trouve à peu près aujourd'hui l'Antarctique. Et donc, il faut imaginer un Sahara couvert de glaciers. Et on a dans le... Bon, là, ce sont des photos qui sont prises dans le sud marocain, mais il y en a ailleurs dans le Sahara. On trouve des traces de glaciation comme celles que vous pouvez voir dans les Alpes ou dans les pays scandinaves et qui sont liées aux glaciations quaternaires. Donc c'est vraiment le mouvement de glaciers sur des surfaces rocheuses entraînant des éléments de roches dures qui créent ces surfaces striées, polies, liées au déplacement de ces glaces. Alors pourquoi ça a créé une extinction de masse? Pas tellement parce qu'il faisait froid, mais c'est surtout parce que quand une grande quantité de glace est mobilisée, et ça on le voit aussi pour les périodes récentes, quand une grande quantité d'eau est mobilisée sous forme de glace au moment d'une glaciation, ça produit une baisse des niveaux marins, donc un retrait des rivages loin des côtes qui existaient auparavant, et donc une réduction très importante de la taille du plateau continental. Et comme à cette époque-là, presque la totalité de la vie s'est développée sur les plateaux continentaux des océans, si vous réduisez énormément ces plateaux continentaux, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Des extinctions un peu plus tardives, alors j'ai évoqué celle de la fin du Dévonien, je ne vais pas en parler parce que c'est une extinction qui s'étale sur au moins 10 ou 20 millions d'années. Et donc là, on pense que plutôt qu'une cause unique, c'est probablement une combinaison de tout un tas de causes qui ont joué. En particulier, parmi ces causes, le développement de la végétation sur les continents qui aurait entraîné une eutrophisation en fait, des rivages océaniques où il y avait beaucoup de vie marine, une espèce d'empoisonnement par le continent du milieu marin. Mais à cela, on a ajouté tout un tas d'autres causes, des possibles glaciations, du volcanisme, des radiations. On va revenir sur tout ça. Ensuite, donc, cette extinction de la fin du Permien, alors celle-là est vraiment très, très spectaculaire. Il y a quelques années de ça, je me trouvais aux États-Unis participais à un colloque au Nouveau-Mexique et je suis allé visiter un musée d'histoire naturelle qui était à Albuquerque, où je me trouvais, et où il y avait énormément de fossiles du Permien qui étaient là, des vertébrés permiens très spectaculaires. Et à l'époque, peut-être que vous avez oublié ça, mais il y avait une éruption volcanique qui se produisait en Islande et qui faisait que les vols transocéaniques étaient très perturbés. Et on est resté, moi je suis resté une petite semaine supplémentaire aux États-Unis, mais certains de mes collègues sont restés 3 semaines avant de pouvoir rentrer en Europe à cause de ce panache de cendres et de gaz dans l'atmosphère au-dessus de l'Atlantique. Et je me souviens, en visitant ce musée, je me suis fait la réflexion qu'on était très très perturbé par cette petite éruption de rien du tout, alors qu'à la fin du Permien, là, pour le coup, il y a eu une éruption qui était vraiment quelque chose qui, si je peux dire, qui valait le coup. Donc c'est une éruption qui a concerné une zone dans la Sibérie actuelle. Donc voilà ce qui reste aujourd'hui de cette éruption volcanique, mais on pense qu'elle a été beaucoup plus étendue que ça. En plus, elle a duré à peu près 2 millions d'années. Donc, voilà. Et donc, en Sibérie, il y a des surfaces absolument gigantesques qui sont couvertes par ce qu'on appelle des trappes, c'est-à-dire ces dépôts de roches volcaniques. Et donc, cette éruption volcanique, elle a profondément
modifié l'atmosphère terrestre parce qu'elle a libéré des quantités énormes de gaz sulfureux et d'autres choses pas très agréables à respirer pour les vertébrés terrestres. Ça crée une acidification des océans. Donc le climat a été changé parce que les éruptions volcaniques de cette taille-là provoquent un hiver volcanique. Il y a des cendres qui sont dans l'atmosphère, donc ça réduit le rayonnement solaire, ça refroidit le climat, enfin bon, bref. En plus, ça a apparemment provoqué la multiplication de bactéries qui produisent du méthane, ça a encore un peu plus déréglé le climat. Enfin, tout ça a abouti à la disparition, on pense, d'environ 95% des espèces marines, donc c'est quand même quelque chose, et 70% des espèces terrestres. Et il a fallu à peu près 100 millions d'années pour que la biodiversité reprenne le niveau qu'elle avait atteint précédemment à la suite de cette extinction de masse. Vous voyez, on devrait être content d'avoir des petits volcans qui crachotent en Islande parce que quelque chose comme ça serait un sérieux problème. Donc, la plus grande extinction de masse, c'est probablement celle-là. Et puis, dernière extinction de masse que je voudrais évoquer, c'est celle de la fin du Crétacé. Donc, c'est la plus spectaculaire, disons, au cours des derniers 100 millions d'années. Donc, on a eu très longtemps un débat à propos de cette extinction pour savoir si elle était liée à du volcanisme aussi, parce qu'on a, de la même façon qu'il y a des trappes en Sibérie du Permien, il y a des trappes dans le Décan, donc péninsule indienne, qui sont aussi assez importants, alors avec le même genre d'effet. Et puis, à un moment donné, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il y avait des signaux géochimiques à la limite Crétacé-Tertiaire qui signalaient un impact très important d'un astéroïde. Et on a localisé cet impact. Donc ça, c'est un impact qui se situe, vous voyez, sur la côte mexicaine du Yucatan, juste sur la côte. Et on a tout un tas de traces qu'on peut observer de l'espace. On peut aussi faire des cartes, des cénotes, vous savez, ces puits dans les calcaires remplis d'eau où les Mayas jetaient des tas d'objets, et de temps en temps des gens. Et donc, on sait que ce cratère énorme s'est produit au moment du passage Crétacé-Tertiaire, et aujourd'hui, c'est plutôt la cause qu'on considère comme la cause principale, sinon unique, de ces extinctions, même si certaines d'entre elles avaient commencé un petit peu avant. Alors juste pour donner une petite note d'espoir, si une éruption volcanique comparable à celle des trappes de Sibérie serait difficilement contrôlable par les hommes, on travaille à détourner des astéroïdes de la Terre en envoyant des fusées dessus. Donc peut-être qu'on peut s'en tirer si on est exposé à ce genre de risque-là. Donc ça, ces causes catastrophiques, vous allez voir qu'elles vont être réexaminées à propos des hominines, surtout ceux-là, les derniers. Mais d'abord, je voulais vous dire juste quelques mots de cette phase d'extinction, de remplacement, disons, entre 1,5 million et 1 million d'années, en insistant encore une fois sur le fait que toutes ces espèces qui disparaissent à l'époque sont des espèces qui sont des espèces africaines uniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de forme, d'hominine hors d'Afrique, à part Homo erectus qui lui est sorti. Mais tout cela sont pour l'instant apparemment restés en Afrique. Et donc, on a une situation qui se présente pour la première fois et qui va se reproduire plus tard. C'est qu'on a à un moment donné une seule espèce d'hominine qui est présente sur Terre,
Alors on peut discuter de l'origine d'Homo naledi, mais comme bon, il est quand même assez probable qu'Homo naledi est lui-même un descendant d'Homo erectus, en fait. Donc je ne suis pas très convaincu par l'idée qu'il s'enracine très très loin dans le temps. Donc apparemment, il y a vraiment ce remplacement. Et de mon point de vue, je pense que c'est difficile d'évoquer des causes qui soient uniquement des causes environnementales. Pourquoi? Parce que vous avez vu que cette divergence entre la lignée qui mène à Homo erectus avec toute une radiation évolutive de forme primitive du genre Homo, et puis une lignée d'Australopithèques qui va évoluer vers les formes dites robustes, qui sont adaptées à des milieux très ouverts, cette divergence, elle est liée à une dégradation du climat en Afrique, avec une montée de l'aridité, une réduction des surfaces forestières, et puis le développement de savanes, voire de steppes, de choses beaucoup plus sèches encore. Et dans le fond, ces deux voies évolutives, ce sont deux réponses possibles à ce changement environnemental. Et de mon point de vue, ce qui se passe, c'est que, disons, il y a une voie qui, à la fin de l'histoire, a été la bonne, si je peux dire, et l'autre qui s'est terminée un petit peu en cul-de-sac. On voit que dans ce passage de milieux beaucoup plus arborés dans l'Afrique, disons, de la fin du Miocène et du Pliocène, à des milieux qui ressemblent à l'Afrique actuelle, avec des milieux très très ouverts, eh bien, on voit que les représentants du genre Homo, quand on regarde les compositions isotopiques de en particulier du carbone dans leurs dents, et qu'on le compare à ce qu'on trouve chez les derniers représentants des Australopithèques robustes, on voit quand même que d'une façon générale, les représentants du genre Homo ont un spectre adaptatif en termes d'environnement dans lequel ils peuvent vivre et de sources de nourriture qui est nettement plus étendu que celui de ces formes tardives de Paranthropus boisei. Et d'une certaine façon, on peut dire que ces formes d'Australopithecus boisei, de Paranthropus boisei, à la fin étaient dans une sorte de... Alors on parle souvent de cul-de-sac évolutif, c'est un petit peu, je pense, une facilité de langage, mais disons que ces formes étaient déjà extrêmement spécialisées dans cette adaptation à des milieux très ouverts et à un moment donné aller vers des milieux encore plus arides et encore plus ouverts. Peut-être que ce type d'adaptation qui continuait dans la voie végétale des Australopithèques était un petit peu limité. Et dans le fond, avec les Homo erectus et les représentants du genre Homo en particulier, mais Homo erectus notamment, on a une voie évolutive qui est celle de l'augmentation de la prédation avec la consommation de graisse, la consommation de viande, et qui finalement a peut-être donné beaucoup plus de flexibilité, d'indépendance à ces hominines par rapport aux changements environnementaux. Et de fait, non seulement les Homo erectus sont bien adaptés à ces milieux ouverts sans être trop dépendants d'une nourriture qui était la nourriture végétale qu'on peut trouver dans ces milieux secs, justement en consommant d'autres animaux, mais ils ont pu en fait s'adapter à toutes sortes d'autres environnements, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont pu probablement sortir d'Afrique, s'adapter à des régions du sud de l'Asie, depuis le Caucase jusqu'à la Chine, l'Indonésie. Donc en gros, une plus grande indépendance.
Et dans le fond, c'est toujours la voie qui a permis, si je peux dire, le succès des hominines. Alors pas seulement à cause des ressources exploitées, mais aussi des moyens techniques qui sont mis en œuvre. Et donc plus on a d'adaptation culturelle, technologique, et plus on arrive à coloniser des milieux qui sont des milieux difficiles. Alors pour en venir à l'évolution des espèces animales autour des humains, c'est quelque chose qui a été régulièrement évoqué. C'est le fait qu'on a, au moment de ce développement des Homo erectus, on a l'extinction d'un certain nombre de grands carnivores en Afrique de l'Est, donc des formes qui n'existent plus du tout dans la nature actuelle, comme ces félins avec des canines en lame de sabre, donc qui existaient en Afrique jusque vers 1 million, disons entre 1 million et 1,5 million d'années, et qui vont disparaître en Afrique de l'Est, mais qui vont survivre dans d'autres régions du monde. Et c'est intéressant de voir que ces formes-là survivent dans des régions du monde où les hommes sont moins présents, ou alors des régions du monde où ils arrivent beaucoup plus tardivement. Alors par exemple, on a, alors pas cette espèce-là, mais on a des espèces un peu comparables, qu'on trouve en Europe jusqu'il y a environ 300 000 ans. Alors, il y a 300 000 ans, il y avait des hominines en Europe, mais ils étaient moins, probablement moins nombreux que ce qu'il y avait en Afrique. Et puis, en Amérique, là, il va vraiment falloir attendre l'arrivée des hommes beaucoup plus tard, à la fin du Pléistocène, pour que les smilodons, qui sont des grands félins avec le même type d'adaptation, disparaissent. On a aussi des tas d'autres grands carnivores, des hyènes de très très grande taille, un ours, on dit coureur, capable de courir avec des grandes pattes, ça ne va pas être très sympathique à rencontrer. Donc tous ces animaux-là disparaissent à cette époque-là. Et donc il y a des chercheurs, en particulier ce chercheur suédois, Verdelin, qui a beaucoup, travaillé là-dessus et qui a proposé que en fait, c'est la compétition avec les hominines qui sont eux-mêmes des prédateurs qui, dans le fond, a conduit à ces extinctions. Alors, vous voyez, il a listé tout un tas de formes qui disparaissent à cette période, disons, entre 2 millions d'années et 1,5 million d'années, en faisant remarquer qu'il était difficile d'expliquer cette baisse du nombre de grands carnivores par des changements environnementaux qui les auraient mis en difficulté, parce que quand on regarde ce qui se passe pour les carnivores de très grande taille, on voit qu'il y a ce déclin assez brutal à partir de 2 millions d'années, et quand on regarde les carnivores dans la classe de taille immédiatement inférieure, des formes moyennes, si je peux dire, là, au contraire, il y a une augmentation. Apparemment, c'est vraiment un remplacement d'un groupe de taille par un autre. Et donc, l'idée de Verdelin et d'un certain nombre d'auteurs, c'est que c'est vraiment le fait que ces prédateurs sont en compétition avec les hominines. Vous allez voir que pour des périodes plus récentes, on observe aussi un impact des hommes. Dans le fond, un des impacts majeurs des hommes en général sur les faunes sont les animaux qu'ils chassent, évidemment, qu'ils font parfois disparaître, surtout les très gros, mais un impact sur les carnivores. Les carnivores sont des concurrents et en général, ce sont eux qui disparaissent aussi quand les hommes accroissent leur niveau de prédation. Alors dans ce schéma, dans le fond, les grands félins africains actuels,
ben, c'est un groupe, je dirais, presque vestigial, parce que vous voyez le nombre de grands carnivores qui existent en Afrique aujourd'hui, c'est représenté par cette barre-là, complètement à droite de ce diagramme. C'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qui a existé auparavant. Alors, ces travaux, ils ont été un peu remis en cause récemment par des gens qui ont dit, mais en fait, cette baisse des grands carnivores, c'est lié à la baisse de la mégafaune en général. Alors la mégafaune, c'est quoi? C'est les animaux, les herbivores de très grande taille. Mais là, à nouveau, il y a une sorte de retournement qui s'est produit parce qu'on se demande même si, en fait, la mégafaune en général, les grands animaux non prédateurs, eux-mêmes n'ont pas été, dans le fond, victimes d'une pression de prédation par les hominines. Il y a un article récent qui est sorti sur un comptage des espèces dans des sites du Proche-Orient, enfin en Israël surtout, au cours du dernier 1,5 million d'années, et donc qui en gros dit il y a une constante sorte de réduction progressive de tout ce qui est gros. Dans le fond, plus il y a d'hominines, plus ils sont actifs, moins il y a ces très très grands animaux. Alors venons-en maintenant à cette deuxième grande phase où on voit des extinctions d'hominines, celles qui sont des derniers quelques centaines de milliers d'années. Alors cette phase-là a donné lieu à une quantité d'hypothèses. On a envisagé toutes sortes de raisons pour expliquer pourquoi, dans le fond, il n'y avait qu'une seule espèce humaine aujourd'hui. Alors singulièrement, c'est la disparition de l'homme de Néandertal qui a énormément agité les esprits. Je pense qu'on ne se console pas de la disparition de l'homme de Néandertal. Donc on voudrait qu'il soit encore là. Et donc on a des causes qui ont été proposées pour Néandertal, mais pas seulement, qui, dans le fond, reprennent un petit peu tout ce que je vous ai raconté depuis le début de mon exposé, avec ces causes catastrophiques, comparables à ce qui s'est passé au moment de grandes phases d'extinction au cours du Paléozoïque ou du Mésozoïque, donc des causes catastrophiques, des causes environnementales, des changements notamment du climat qui sont mis en cause, et puis des causes intrinsèques, c'est-à-dire, dans le fond, alors là, c'est peut-être dans ce domaine-là que une imagination assez débridée s'est libérée, c'est-à-dire, les Néandertaliens ne mangeaient pas ce qu'il fallait, n'avaient pas les bons chromosomes, n'avaient pas... bref, il y avait quelque chose qui clochait avec eux, et donc ils ont fini par disparaître. Alors, évidemment, le problème de toutes ces spéculations, c'est que, vous allez le voir dans les quelques exemples que je vais vous proposer, parce qu'on ne va pas faire la liste de toutes les idées loufoques qui ont été évoquées pour expliquer l'extinction des Néandertaliens. Le problème, c'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire que on peut trouver localement une coïncidence entre un événement ou un changement climatique et puis la disparition de groupes humains. Mais la question, c'est est-ce que cette cause, elle peut s'appliquer à une échelle beaucoup plus large que la région que l'on regarde, et est-ce qu'elle peut s'appliquer aussi dans une chronologie qui est cohérente? Parce que, par exemple, ça sera le problème pour le climat, il faut être sûr qu'un changement climatique qui aurait produit l'extinction des Néandertaliens, je ne sais pas, il y a 40 000 ans, ne s'est pas produit déjà une demi-douzaine de fois auparavant sans provoquer rien du tout. Bon. Donc c'est un petit peu ça le genre de débat que l'on a. Et je pense encore une fois que cette recherche un peu désespérée de causes naturelles
c'est en fait une façon d'exonérer l'Homo sapiens lui-même, c'est-à-dire le quatrième élément de cette liste, comme une cause possible, sinon probable, de l'extinction de toutes ces formes-là. Et je vous dis tout de suite que moi je suis plutôt partisan de ça que de tout le reste, en gardant en tête que, évidemment, la réalité elle est complexe et qu'il y a aussi diverses combinaisons de causes qui peuvent avoir joué un rôle, peut-être pas sur le phénomène global d'extinction des Néandertaliens ou d'autres groupes, mais en tout cas sur la chronologie de ces événements, sur leur vitesse, en gros un rôle de modulation d'éléments naturels sur une cause qui, elle, est une cause première, qui est la compétition avec une nouvelle espèce. Alors vous allez voir, c'est assez réjouissant quand même de voir les causes qui ont été évoquées. Alors encore une fois, je mets de côté toutes les choses très bizarres sur ils n'avaient pas les bonnes oreilles, ils n'avaient pas le bon gosier, ils avaient mangé le truc qu'il ne fallait pas. Donc sur les causes catastrophiques. Alors, il y a une cause catastrophique qui a été évoquée plusieurs fois dans le passé, en particulier par des chercheurs français, des collègues français, et qui a récemment refait surface, si je peux dire. C'est une cause qui est liée à un changement du champ magnétique terrestre. Vous savez que la Terre a un champ magnétique, heureusement. Ce champ magnétique, il est lié au fait que dans le noyau terrestre, qui est en gros composé de fer en fusion, il y a un noyau interne et un noyau externe. Et ce noyau externe, c'est un endroit où se produit des tas de mouvements de convection. Imaginez de l'eau qui bout dans une casserole. Là, ce n'est pas de l'eau, c'est du fer. Donc on a des mouvements de convection. Et ces mouvements de convection, tout ça fait que la Terre se comporte comme une gigantesque dynamo qui produit un champ magnétique. Heureusement pour nous, parce que ce champ magnétique, il détourne le vent solaire, c'est-à-dire qu'il nous évite d'être bombardés par tout un tas de particules qui viennent de l'espace, en général, mais particulièrement du Soleil. Et donc il se crée autour de la Terre une couche il y a une magnétosphère donc, qui détourne toutes ces particules, et puis il y a une couche d'ozone qui est de l'oxygène ionisé, et tout ça nous protège de radiations qui viennent de l'espace, qui viennent du Soleil. Alors il y en a un petit peu qui passent là au pôle de temps en temps, ce qui donne ces très jolies aurores boréales qu'on peut voir dans les hautes latitudes. Et ce champ magnétique terrestre, en fait, il est instable. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé une bonne fois pour toutes. Tous les gens qui font de la navigation, en tout cas de la vieille école, connaissent ça. Le pôle magnétique se promène. Donc, quand vous avez des cartes, il y a quelque part écrit en bas à droite de la carte nautique que le pôle magnétique il se déplace de temps chaque année, et donc il faut tenir compte de ça du temps où on naviguait avec des boussoles. Maintenant, on a d'autres moyens satellitaires, et donc ce pôle il se promène. Alors non seulement il se promène autour du pôle géographique, mais de temps en temps, il se promène beaucoup plus loin que ça. Et donc, on a, au cours des temps géologiques, on a des changements de polarité de ce gigantesque aimant. De temps en temps, le pôle Nord passe au pôle Sud et le pôle Sud au pôle Nord. Et d'ailleurs, vous voyez que ce n'est pas une inversion qui est instantanée. Là, ce que vous voyez sur ce schéma, ce sont plusieurs inversions qui ont été reconnues à différentes périodes. Donc, vous voyez, le pôle Nord, tout d'un coup, enfin le pôle magnétique se met à se déplacer, et puis il va se localiser au pôle Sud.
Et on a autour en faisant une espèce de cercle, ensuite il revient. Et donc on a au cours des temps géologiques des périodes où le pôle magnétique est allant en gros orienté comme aujourd'hui, et puis des périodes qui sont des périodes de polarité inverse. Et je vous ai expliqué dans des cours précédents que c'est quelque chose qu'on peut détecter dans certains types de sédiments et qu'on utilise en fait pour faire de la chronologie, puisque vous voyez, en particulier, vous voyez là, il y a la dernière grande inversion. C'est une inversion qui a eu lieu il y a 780 000 ans, où on est passé d'une longue période où la polarité magnétique de la Terre était inverse à une polarité normale, comme maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on connaît très bien. En plus de ces inversions périodiques un peu irrégulières de la polarité magnétique, il se produit des événements, on appelle ça des excursions, qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que pendant une période qui est une période normale, donc là, ce que vous avez ici, c'est ce dernier carré rectangle noir qui est agrandi. Alors vous voyez qu'au cours des derniers 780 000 ans, excusez-moi, au cours des derniers 780 000 ans, on a eu des courts moments où tout d'un coup la polarité terrestre s'est inversée. Ça n'a pas duré très longtemps, et puis hop, c'est redevenu comme avant. Et ce qui se passe durant ces épisodes, c'est qu'il y a un moment où l'intensité du champ magnétique tombe à zéro. Donc il y a un court moment où il n'y a plus de magnétosphère pendant un court moment. Et donc on a beaucoup spéculé là-dessus parce qu'on s'est dit mais c'est absolument catastrophique parce que si tout d'un coup toutes ces radiations tombent sur la tête des animaux qui vivent et des plantes qui vivent à la surface de la Terre, ça peut provoquer des tas de problèmes alors des mutations, des choses comme ça, voire des extinctions. Et donc on a une de ces excursions qui se produit il y a à peu près 42 000 ans, qui est l'excursion dite de Lachan. On a donné des noms à toutes ces excursions. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est la cause de l'extinction des Néandertaliens qui correspond exactement à cette période-là. Et donc, récemment, c'est un article de 2021, on a remis sur la table cette hypothèse-là en liant l'extinction des Néandertaliens. Alors, l'arrivée des hommes modernes juste après l'extinction des Néandertaliens, avec cette excursion de Lachan qui aurait provoqué plusieurs choses, mais qui aurait provoqué d'abord cette intensité croissante des radiations venues de l'espace et venues du Soleil, et puis aussi qui aurait provoqué un changement climatique assez important. Vous allez voir que c'est une période où on a des changements climatiques assez notoires. Alors bon, comme beaucoup de ce genre d'hypothèses, ça peut paraître séduisant en surface, mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que ça ne marche pas. En général, ça ne marche pas parce que cette coïncidence entre un événement catastrophique comme celui-là et puis des grands changements comme l'arrivée des Homo sapiens en Europe. Alors là, ils sont allés très loin dans cet article, parce qu'ils ont raconté en gros que ces Homo sapiens arrivant en Europe, ils utilisaient de l'ocre rouge en quantité, c'était pour se faire des écrans solaires. Que l'occupation des grottes avait été plus intense parce que c'était un moyen d'échapper à tout ce qui tombait du ciel. D'ailleurs, on avait développé un art rupestre à ce moment-là à cause de tout ça. Donc, vous voyez, bon. Alors, avec quelques collègues, on s'est laissé aller à écrire une réponse à la revue Science, quand même, pour dire que c'est quand même pas très sérieux. Pourquoi ? Parce que
d'abord, on sait que des Homo sapiens ils arrivent en Europe bien avant l'excursion de Lachan, donc ce n'est pas vraiment évident de relier les deux. Ensuite, un changement climatique, oui, mais il s'en est passé plein avant et plein après des changements climatiques, et apparemment, ça n'a pas beaucoup affecté les Néandertaliens. Alors, les histoires d'écrans solaires, l'ocre rouge et tout ça, c'est pas vraiment très sérieux. Les grottes, il y avait des gens dans les grottes avant et aussi hors des grottes, et il y en a eu pendant et après. Et puis alors, surtout, donc là, on met vraiment l'accent sur cette excursion de Lachan, mais il y en a eu une autre avant, qui s'appelle l'excursion de Blake, qui a eu lieu il y a 114 000 ans. Et là, apparemment, les Néandertaliens, ils n'ont rien vu, donc il leur est rien arrivé du tout. Donc, voilà, tout ça, ça paraît très séduisant sur le papier, mais en fait, ça ne marche pas. Alors, toujours dans le domaine des catastrophes qui auraient impacté les Néandertaliens ou d'autres formes contemporaines, là, on va parler plutôt des Homo sapiens. Il y a à la fin des années 90, il y a une théorie qui a eu une grande vogue. Moi, je me souviens de ça, on en a beaucoup parlé à l'époque. C'était la relation possible entre, encore une fois, une éruption volcanique, vous voyez, on n'en sort pas, celle du mont Toba en Indonésie. Et puis, alors là, c'est plutôt les sapiens africains qui auraient été affectés. Donc cette éruption du mont Toba, elle se produit dans une région de Sumatra. Aujourd'hui, c'est un lac. Alors, en fait, c'est un volcan qui a littéralement explosé. Et donc aujourd'hui, il y a un énorme lac à la place. Et cette éruption du mont Toba, qui date de 74 000 ans, elle a été absolument cataclysmique. Vous voyez ici, ces ronds représentent la masse de matériel magmatique qui a été éjecté par différentes éruptions volcaniques depuis, disons, un peu plus de 2 millions d'années. Alors, il y en a eu des belles. Là, Yellowstone, il y a un peu plus de 2 millions d'années, ça a été une très très belle éruption volcanique. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà ici l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980, qui était une très grande éruption volcanique dont on a beaucoup parlé, qui a été très très destructrice en Amérique du Nord. Alors voilà, Toba, c'est là, donc c'est 2800 km3 de matériel qui a été envoyé en l'air. Et donc, quelque chose absolument énorme. On a des couches de cendres. Ce que vous voyez, ces courbes que vous voyez là sont des courbes qui vous montrent l'épaisseur de ces niveaux de cendres dans différentes régions autour de l'océan Indien. Donc voilà, en Inde, donc on est quand même très très loin de Sumatra, on a des couches de cendres qui peuvent être assez importantes. Alors, il faut se méfier un petit peu de l'épaisseur de ces couches de cendres parce que souvent, ces cendres, elles sont remobilisées par la circulation des eaux, par la pluie, etc. Donc, elles peuvent s'accumuler dans des creux. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a des cendres jusqu'en Afrique de l'Est, sur une grande partie du sud-est asiatique. Et donc, voilà, on a à l'époque plusieurs collègues, en particulier un collègue qui s'appelle Stanley Ambrose, avait beaucoup publié là-dessus. En gros, ils nous ont expliqué que il y a 75 000 ans, cette méga-éruption avait provoqué donc, une altération majeure de l'atmosphère. Alors, toujours pareil, des gaz... comme le SO2, le H2S, etc., qui sont envoyés dans l'atmosphère, des quantités de cendres absolument énormes, un hiver volcanique.
avec une baisse des températures pendant une très très longue période de temps, tout ça affectant la végétation et le monde animal. Et donc, on a essayé de mettre en relation cet événement du mont Toba avec ce qu'on croyait à l'époque, c'est-à-dire le fait que dans la lignée qui mène à l'Homo sapiens, donc ça c'est un article de la fin des années 90, il y a on croyait à l'époque qu'il y avait un goulot d'étranglement génétique. Et donc l'idée c'était quoi? C'était qu'en fait en Afrique, les populations ancestrales d'Homo sapiens à l'époque avaient connu une réduction majeure de leur démographie à cause de ces problèmes-là. Et d'ailleurs, on a essayé de trouver aussi des traces de goulot d'étranglement génétique comparable chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les macaques, chez les orang-outans, chez les tigres, etc., etc. Alors, bon, cette idée a eu son heure de gloire, si je peux dire, mais ensuite, elle a été quand même relativement remise en cause pour plusieurs raisons. D'abord, on s'est rendu compte que, du point de vue même purement archéologique, on se rendait compte que ces pluies de cendres comme celles qui avaient eu lieu sur l'Inde, etc., ne semblaient pas avoir eu un impact absolument majeur sur les populations humaines, en particulier dans le site indien que je vous ai montré à l'instant. On a des outillages lithiques sous la couche de cendres, et on a des outillages lithiques sur la couche de cendres, et c'est les mêmes. Donc c'est les mêmes gens qui fabriquaient les mêmes choses. Donc apparemment, ils n'ont pas été complètement exterminés par ce phénomène, qui a été beaucoup moins disruptif que ce qu'on a pu imaginer. Et puis ensuite, cette histoire de goulot d'étranglement, elle a été sérieusement remise en cause ensuite. Et je crois qu'on a déjà parlé une fois ou deux, mais cette idée de goulot d'étranglement génétique, elle est fondée sur le calcul de ce que les généticiens appellent la taille de la population effective. Et cette taille de la population effective, c'est quelque chose qui, en fait, exprime le nombre d'individus nécessaires, d'individus participant à la reproduction nécessaires pour expliquer la variabilité génétique dans une population, une espèce, n'importe quoi. Alors, ces variations de la taille de la population effective, ça peut être lié à une variation de la taille réelle de la population, mais aussi ça peut être lié à des tas d'autres choses, et en particulier, ça peut être lié à la différenciation des groupes, la différenciation culturelle, c'est-à-dire le fait qu'on a des populations qui se mélangent moins. On se reproduit plus facilement avec quelqu'un qui parle la même langue, qui a le même mode de vie, etc., qu'avec quelqu'un qui est complètement différent. Et donc, plus on va vers des sociétés humaines qui sont différenciées, et plus on a, de façon un peu artificielle, une baisse de ce nombre, de cette taille de la population effective, sans qu'en fait, il ne se produise rien du tout en termes de taille réelle de la population. On a une autre histoire d'éruption volcanique qui a été évoquée à propos de Néandertal. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire de Pompéi et du Vésuve. Donc le Vésuve, c'est là, et donc Pompéi est quelque part pas loin de Naples. Mais alors, à côté dans la baie de Naples, pas trop loin du Vésuve, il s'est produit, il y a un peu moins de 40 000 ans, une éruption volcanique à côté de laquelle l'éruption du Vésuve qui a détruit Pompeii et Herculanum, c'était vraiment une rigolade complète, parce qu'on a une caldeira. Alors, ce qu'on appelle une caldeira, c'est un espèce d'ensemble de volcans qui se mettent en activité avec un effondrement de la croûte terrestre qui se produit à cet endroit-là. Et puis alors, en plus, ce volcanisme de cette région-là, c'est un volcanisme qui produit
des laves qu'on appelle des ignimbrites, qui sont la pire chose qui puisse arriver. Hein. Sont les éruptions les plus catastrophiques parce qu'elles sont explosives et elles produisent des espèces d'aérosols qui sont des mélanges de roches en fusion et de gaz qui sont vraiment les éruptions les plus dangereuses. Et donc cette éruption qui s'est produite dans ce qu'on appelle les champs phlégréens, alors les champs phlégréens c'est du grec, hein. Les Grecs quand ils sont arrivés dans cette région-là, ils ont vu qu'il y avait des tas de fumerolles, de sources thermales chaudes, de choses comme ça, et donc ils ont appelé ça les champs brûlants, hein. Donc c'est la région de Pouzole en Italie. Et donc on a eu une éruption qui s'est produite, qui a produit des ignimbrites, donc ces fameuses laves. Vous voyez la surface que ça a couvert, c'était vraiment absolument catastrophique. Et pareil, c'est un petit peu comme l'éruption du mont Toba, mais à une échelle quand même beaucoup plus modeste, une échelle européenne. On a des cendres qui sont parties donc de cette région de Campanie, et qu'on retrouve dans tout l'est du bassin méditerranéen quand on fait des fouilles. D'ailleurs, on est très content de trouver ce niveau parce que ça permet de dater très précisément le site. Hein. On a une datation très précise de cette éruption. Et donc, alors soit on trouve une vraie couche de cendres, soit on trouve juste quelques éléments géochimiques qui permettent de caler l'occurrence de cette éruption. Mais on a, en dehors du bassin méditerranéen, alors c'est lié à la circulation atmosphérique évidemment, mais on a des cendres qui viennent de cette éruption des champs phlégréens qu'on trouve jusque dans le sud de la Russie. Il y a un gisement très célèbre qui est le gisement de Kostenki sur le Don, dans le sud de la Russie, où on a une couche de cendres, hein, une vraie couche de cendres qui correspond à l'Aurignacien, donc au début du Paléolithique supérieur. Et donc là, voilà, un peu la même histoire toujours, c'est-à-dire qu'on a dit, cette éruption qui a lieu il y a 40 000 ans, elle a exterminé les Néandertaliens, en gros, elle a réduit énormément la population des Néandertaliens, et ensuite, les hommes modernes, les Homo sapiens, ils n'ont plus qu'à venir prendre leur place et ils sont arrivés en Europe. Alors, il y a pas mal de problèmes avec cette idée-là. Alors, la première, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de traces de cette éruption dans l'est du bassin méditerranéen. Enfin, les Néandertaliens, la plupart de ceux qu'on connaît, ils étaient plutôt à l'ouest, là. Et donc, on ne voit pas très bien pourquoi ils auraient été vraiment affectés autant que cela. Alors, toujours pareil, on peut évoquer un hiver volcanique, un effet sur le climat, sur l'environnement, mais enfin, bon, pourquoi est-ce que ça aurait affecté plus particulièrement les Néandertaliens que les autres? On ne comprend pas très bien. Et puis surtout, depuis qu'on a élaboré cette hypothèse, on a redaté un certain nombre de sites. Et on s'est rendu compte que, en fait, les Homo sapiens modernes, ils étaient en Europe et même en Italie avant cette fameuse éruption. Et donc, on a des sites en Italie où on a du proto-aurignacien, c'est-à-dire du début du Paléolithique supérieur, fabriqué par des Homo sapiens modernes. Et au-dessus de ces niveaux proto-aurignaciens, on a le fameux niveau qui correspond à l'éruption des ignimbrites campaniennes. Alors ça, c'est un tableau que j'avais produit il y a quelques années. On a redaté plus précisément cette ligne rouge, ça représente donc ces ignimbrites campaniennes. On les a vieillis un tout petit peu, mais ça ne change rien du tout à l'argument. Hein. On a du proto-aurignacien qui est plus vieux que cette éruption. Alors, autre grand marronnier, si je peux dire, de l'extinction néandertalien, le climat. Donc, l'idée, c'est que le climat a joué un rôle dans l'extinction des Néandertaliens et ou a même causé l'extinction des Néandertaliens.
Et les formes les plus extrêmes de cette hypothèse-là, c'est un scénario suivant lequel, dans le fond, les Homo sapiens seraient arrivés en Europe dans un continent vide, donc ils n'auraient pas eu à se poser des questions à propos des Néandertaliens, puisqu'ils ne les auraient jamais vus. Alors, bon, que dire? D'abord, froid, il a fait froid avant. On sait que depuis que l'on connaît des Néandertaliens en Europe, disons 400 000 ans, il y a eu toute une succession de phases glaciaires, interglaciaires, certaines beaucoup plus intenses que celle pendant laquelle les Néandertaliens ont disparu. Donc ça, déjà, je pense que ce n'est pas un très bon argument. Ensuite, on met souvent en avant l'instabilité particulière du climat pendant le stade isotopique 3, donc cette période un peu critique où se passe le remplacement, et puis notamment l'occurrence de ce qu'on appelle des épisodes de Heinrich. Alors, qu'est-ce que c'est que ces épisodes de Heinrich? Ce sont des épisodes pendant lesquels on a un refroidissement très rapide et très brutal du climat. Quand je dis très brutal et très rapide, je veux dire que la température baisse de plusieurs degrés à une échelle de temps qui était perceptible par les hommes, c'est-à-dire moins d'une génération, ils ont vu le climat changer. Bon. Et Heinrich, c'est quelqu'un qui a découvert ça parce qu'il a découvert que dans l'Atlantique Nord, on avait dans des dépôts marins qui étaient très très loin des côtes continentales, on avait des éléments grossiers, des cailloux si vous voulez. Et la seule façon d'expliquer la présence de ces éléments, c'était qu'ils aient été apportés par des icebergs en fait. Et alors on connaît ça, on connaît ce genre de dépôt près du Groenland, mais là on s'est rendu compte qu'il y en avait en face du Portugal, donc c'était quand même quelque chose d'un peu bizarre. Et donc ces événements de Heinrich, on les interprète en fait comme une débâcle. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment la cause de cette débâcle, mais une débâcle d'iceberg dans l'Atlantique Nord jusqu'à la latitude, je vous dis, du Portugal à peu près. Et ces débâcles d'iceberg, elles auraient un effet sur ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est-à-dire cette espèce de grand tapis roulant d'eau qui se passe dans les océans de la planète, avec des courants marins qui sont des courants froids, d'eau froide, qui passent plutôt en profondeur, et puis des courants d'eau chaude qui sont des courants qui passent, l'eau chaude est plus légère, donc qui passent au-dessus. Et donc il y a un gigantesque circuit que les molécules d'eau des océans font en quelques millénaires, elles font tout le tour de ce cycle-là. Et donc c'est un système qui, en fait, génère des échanges thermiques à l'échelle planétaire et donc a un impact direct sur le climat. Et je pense que vous savez tous qu'en particulier le climat de l'Europe actuel, il est très lié à la présence du Gulf Stream. Et donc le Gulf Stream, c'est la branche chaude de cette circulation qui, partant de la région du Golfe du Mexique, à travers l'Atlantique Nord, vient lécher les côtes de l'Irlande et du nord-ouest de l'Europe. Et donc cette débâcle d'iceberg aurait altéré complètement ce système et aurait créé à l'échelle globale des changements de climat. Alors, bon, on sait que ça s'est produit, on sait que ça s'est produit de façon très, très rapide. En particulier, on a mis l'accent sur un épisode de Heinrich qui est là, qui est le Heinrich 4. Je vous remontre la diapo précédente, voilà, il est ici. Alors, en plus, vous voyez, ça correspond à la période de la... C'est juste après les ignimbriques campaniennes. Donc c'était pas terrible l'Europe à ce moment-là.
Donc, on a beaucoup mis l'accent sur cette Heinrichkeit pour expliquer la disparition des Néandertaliens en disant, voilà, par exemple, dans la péninsule ibérique, on voit qu'il y a une aridité très forte du climat. Non seulement les températures baissent, mais l'environnement est très sec. Donc, en gros, des chasseurs-cueilleurs néandertaliens ne peuvent pas survivre, sauf dans quelques sites le long des côtes ou des zones périphériques. Alors, le problème et on est allé jusqu'à expliquer le remplacement des Néandertaliens par les Homo sapiens en Europe par cette succession d'événements de Heinrich, avec l'idée qu'un premier événement de Heinrich, enfin un événement précédent qui est le Heinrich V, aurait en gros réduit énormément les populations néandertaliennes. Et puis ensuite, voilà, les Homo sapiens auraient pu arriver en Europe et puis les remplacer. Alors, tout ça est bel et bon, mais plus on ajoute d'informations et moins on se rend compte que ça colle. D'abord, on s'est rendu compte que les premiers Homo sapiens qui arrivent dans les moyennes latitudes de l'Europe, ils n'arrivent pas dans des climats tempérés, coincés entre deux périodes froides, mais justement, ils arrivent pendant une période froide. Donc déjà, ce scénario-là, il a été sérieusement remis en cause. Et puis, surtout, c'est toujours pareil, des événements de Heinrich, il s'en est produit avant, et on ne voit pas pourquoi les Néandertaliens auraient été, seraient passés au travers sans problème. Et puis, les Néandertaliens, ils n'ont pas vécu que dans la péninsule ibérique, ils ont vécu dans une aire géographique immense, et donc c'est un peu compliqué d'expliquer leur extinction avec quelque chose comme ça. Alors tout ça, évidemment, ne réduit pas le fait que le climat a une influence sur la démographie des Néandertaliens, et on a une chronologie de l'évolution des Néandertaliens avec des fluctuations environnementales, le développement d'un inlandsis sur l'Europe du Nord-Ouest, la réduction des zones habitables en Europe et une réduction forte de la taille des populations. Je vous ai expliqué que ça avait sûrement eu comme effet des effets de dérive génique et que ça avait probablement fixé la morphologie néandertalienne à partir d'un certain moment. Mais enfin, encore une fois, tous ces événements passés qui ont été parfois beaucoup plus intenses que ceux qui se sont produits au moment du remplacement des Néandertaliens par les Homo sapiens n'ont pas produit l'extinction des Néandertaliens auparavant. Et moi, je pense qu'on en revient toujours à cet argument qui me paraît difficilement contournable, c'est que oui, les fluctuations climatiques ont pu réduire la taille des populations néandertaliennes à certains moments, mais tant qu'il n'y avait pas une autre espèce qui était présente, ça n'a pas eu d'effet très important. Et donc c'est vraiment la présence d'une autre espèce avec ou sans changement climatique, qui fait que les Néandertaliens ont été remplacés, même si ça a été un remplacement qui a été long, progressif, avec des reculs, des avancées, des sapiens. Dans mon point de vue, le point commun à toutes ces, ces extinctions d'hominines archaïques de la fin du Pléistocène, c'est vraiment l'expansion des Homo sapiens en dehors d'Afrique. Et donc, plutôt que de se poser la question de savoir pourquoi les Néandertaliens ont disparu, ou pourquoi les Denisoviens ont disparu, ou pourquoi X ou Y a disparu, il vaudrait mieux se demander pourquoi, partout où les Homo sapiens vont, ils font disparaître les autres. Parce que c'est plutôt la cause, elle est plutôt liée à cette arrivée des Homo sapiens plutôt qu'à quelque chose qui serait arrivé un peu malencontreusement aux Néandertaliens. Mais encore une fois, je pense que
d'une certaine façon, on n'aime pas très bien cette possible responsabilité que notre espèce aurait eue dans la disparition des Néandertaliens. Donc on préférerait n'y être pour rien, c'est-à-dire qu'ils aient disparu tout seuls avant qu'on arrive, ou alors les avoir gentiment absorbés sans qu'il ne se passe rien de spécial pour eux. Alors si on va à l'autre bout du monde, on a exactement le même genre, enfin à l'autre bout de l'ancien monde, on a exactement le même genre de situation. Là j'ai pris un exemple parmi d'autres, mais c'est celui de cet hominine qui est l'Homo floresiensis, qui vit donc à Flores, dans une petite île indonésienne. Et quand on a découvert cet Homo floresiensis, une des choses qui a vraiment stupéfait les spécialistes, c'est que les dates qui ont été proposées pour la période d'existence de cet Homo floresiensis sont des dates qui, pour certaines, étaient très très récentes. C'est-à-dire que dans les premières publications, il aurait survécu, selon les premières publications qui ont été produites, il aurait survécu jusqu'il y a 18 000 ans ou quelque chose comme ça. Alors depuis, on a redaté complètement les dépôts de la grotte de Liangboa. On s'était un petit peu fichu dedans parce qu'il y avait des... Les dépôts en grotte sont toujours très compliqués à analyser. Il y avait en particulier à Liangboa, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des sédiments anciens qui contenaient cette archéologie et ces restes d'Homo floresiensis, et ces sédiments avaient été ravinés, et puis ces petits ravins remplis par des sédiments plus récents. Donc on avait des dates récentes qui étaient à la même hauteur que ces fossiles qui étaient en fait beaucoup plus anciens. Et donc maintenant, les dates que l'on a pour l'extinction d'Homo floresiensis, c'est quelque chose qui se passe apparemment juste avant 50 000. C'est-à-dire, après 50 000, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qui se passe il y a 50 000 ? Devinez quoi, il y a 50 000, il y a les Homo sapiens qui sont en route vers l'Australie qui passent. Hein. Et donc, c'est probablement ça qui a été fatal à ces petits hobbits de l'île de Flores. Alors quand même, pour finir sur une note positive sur toutes ces extinctions d'hominides, quelque chose qu'on aime bien rappeler, c'est que, d'accord, ils ont disparu, mais pas complètement, puisqu'on a des échanges géniques qui sont produits, des introgressions d'ADN qui sont produites entre néandertaliens et sapiens récents, et pareil avec les dénisoviens, donc toutes ces flèches rouges pleines ou en pointillés représentent ces échanges. Et donc, si on ne veut pas porter entièrement la responsabilité de l'extinction des Néandertaliens ou des Dénisoviens, on peut toujours prétendre que nous sommes les Dénisoviens et les Néandertaliens, puisqu'on a un peu de leur ADN. Alors évidemment, c'est quand même assez exagéré, parce que, oui, on en a un petit peu, mais un tout petit peu, quoi. Hein, et donc, c'est quand même un remplacement, même si c'est un remplacement avec des fuites. Mais je vous montre ce schéma quand même pour vous dire que c'est quelque chose à garder en tête, c'est qu'à travers toutes ces extinctions, en fait, on a probablement de façon presque systématique quand même un petit héritage génétique qui se produit entre des espèces éteintes et puis des espèces qui survivent, pas seulement par des liens d'ancêtres à descendants, ce qui est évidemment complètement normal, mais aussi à cause de ces phénomènes d'hybridation et d'introgression. Et d'ailleurs, dans le génome des hommes, actuels, on se rend compte maintenant que non seulement on a un tout petit peu de cet ADN néandertalien dénisovien, mais on a même, il y a un terme qu'on voit apparaître dans les publications des généticiens, le terme de super archaïque. Et donc, c'est quoi ces super archaïques ? Ce sont des formes qui étaient antérieures aux Dénisoviens et aux Néandertaliens et qui, exactement comme nous avons hérité d'un tout petit peu d'ADN de ces formes-là,
eh bien, ont transmis un tout petit peu de leur ADN aux Dénissoviens ou aux Néandertaliens. Et nous, on a un tout petit peu du tout petit peu de ce que ces pauvres Néandertaliens avaient récupéré. Alors pour finir, je voudrais quand même revenir à cette notion d'extinction causée par les hominines. Donc je vous ai expliqué que ça avait peut-être commencé il y a très longtemps, il y a 2 millions d'années, mais alors ça s'est sérieusement accéléré avec l'expansion, le développement de notre espèce. Et alors, ça affecte en particulier ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire les très très gros animaux. Et pourquoi ? Bien parce que les hominines pléistocènes, ils exploitent tout ce qu'ils peuvent, mais ce qu'on voit apparemment se produire à un moment donné, c'est que dans le fond, il n'y a plus tellement de limites techniques au genre de proie que l'on peut cibler. C'est-à-dire les Homo sapiens modernes, s'ils veulent tuer une baleine, ils tuent une baleine. Donc c'est possible, d'accord ? Ça n'a pas toujours été possible. Et donc, au cours surtout, disons, des 130 derniers milliers d'années, excusez-moi, on voit beaucoup, beaucoup plus de ces très gros animaux qui disparaissent. Et notamment parce que ces gros animaux, éléphants, très grands herbivores, ils ont des cycles de reproduction et des cycles de vie qui font que des histoires de vie, comme on appelle ça en biologie, qui font que si on cible des jeunes individus, eh bien, on produit un impact majeur sur la démographie de ces espèces parce que les petits mettent très longtemps à devenir adultes. La production de ces petits, c'est un énorme investissement énergétique pour les adultes, pour les mères. Et voilà, si vous mettez à tuer les petits éléphants ou les petits rhinocéros, c'est pas comme de tuer des mouches. C'est-à-dire que les populations ont beaucoup de mal à résister à cette accrétion. Et on a des exemples de sites paléolithiques. Alors, c'est des sites relativement récents, mais en Europe ou en Amérique du Nord, où on voit qu'il y a eu des chasseurs, des groupes qui étaient spécialisés dans la chasse à ces gros animaux et qui ciblaient particulièrement les jeunes individus. Et donc ça, apparemment, c'est quelque chose qui est tout à fait fatal à ces espèces. Et ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a un très très fort taux d'extinction de mégafaune, alors surtout en Australie, un petit peu en Europe et alors, énormément aussi en Amérique. Pourquoi ? Parce que en Afrique ou dans le sud de l'Asie, il y a eu une longue coévolution entre les hominines et puis la faune. Donc, si je peux dire, la faune était habituée à se faire tuer par les hominines. Et il y avait une composition faunique qui était en équilibre, si je peux dire, avec la présence des hominines. Mais dans des régions où il n'y avait jamais eu d'hominines, au moment où les hommes arrivent, là, surtout des hommes modernes, bien équipés, là, l'impact, il est absolument majeur. Donc ça a été, je vous ai dit, ça a été très, très étudié, en particulier en Australie et dans les Amériques. Alors en Australie, avant l'arrivée des hommes, il y avait des tas de créatures tout à fait extraordinaires, des varans quand même d'une taille assez considérable. Dans les mammifères, en particulier chez les marsupiaux, on a des marsupiaux de la taille d'un rhinocéros. Donc ça, il n'y en a plus, des kangourous géants, des choses comme ça. Donc tout ça, disons, à partir de moins 50 000, ça disparaît à une très très grande vitesse. Et on a exactement la même chose en Amérique, avec tout un tas d'éléphants, de mastodontes, de choses comme ça, qui pour nous ne sont pas des animaux qui évoquent tellement l'Amérique, mais qui ont existé
jusqu'à une période assez récente en fait du Quaternaire en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et alors vous voyez que en plus de ces très gros animaux, on a aussi tout un cortège de carnivores. Donc on revient toujours à cette idée-là que dans le fond, les hommes, d'une part, ils ciblent disons, ils ont un impact majeur sur la faune de très grande taille, mais comme ils sont en concurrence directe avec des carnivores, des prédateurs pour exploiter ces animaux-là, ils les font disparaître aussi. Alors, soit parce qu'ils les chassent, hein, ils les tuent, soit parce que, tout bêtement, ils prennent leur proie. Et pareil, on a toujours cette différence entre Afrique et puis Australie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Alors c'est un petit peu comme avec mes Néandertaliens, hein, il y a des tas de gens qui ont quand même essayé de trouver une solution qui soit plus, sympathique pour les chasseurs-cueilleurs, parce que on n'a pas trop de problèmes en accusant la colonisation européenne d'être responsable de l'extermination de tas d'animaux. Ça, on a le droit de dire autant de mal qu'on veut de ça, mais l'idée que des gentils chasseurs-cueilleurs qui vivent en équilibre avec la nature, qui sont très zen eux-mêmes et fait disparaître des animaux, ça c'est moins vendeur. Et donc, on a des gens qui ont, donc par honnêteté, je vous mentionne ça quand même, des gens qui ont essayé de montrer qu'il y avait quand même, par exemple en Australie, il y avait des extinctions qui s'étaient produites avant l'arrivée de l'homme et qu'on voyait des changements climatiques. Alors, bon, vous voyez, c'est la pente de ces pics de froid. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Alors spécifiquement, on a beaucoup mis l'accent sur la fin des temps glaciaires, c'est-à-dire la dernière déglaciation, celle qui s'est produite il y a environ 10 000 ans. Et donc, on a dit, c'est la fin des temps glaciaires qui a fait disparaître les mammouths, les rhinocéros laineux, l'ours des cavernes, tous ces animaux extraordinaires. Alors, d'abord, c'est pas vrai, parce que des mammouths, il en a existé bien après la fin des temps glaciaires. Il y a même des îles sibériennes où on a des mammouths nains qui ont vécu encore il y a pas très longtemps, si je peux dire. Et puis, on a des formes qui avaient disparu bien avant la fin des temps glaciaires. Alors, il y a un épisode qui a particulièrement été discuté, c'est ce qu'on appelle le Drias récent. Alors, le Drias récent, c'est quoi? C'est le fait que, vous voyez, donc ça, c'est des oscillations froides, tempérées. On arrive il y a un peu moins de 10 000 ans. Et là, il va y avoir un premier réchauffement assez important. Et ce réchauffement, il va être suivi d'un refroidissement très court, mais assez intense, qu'on appelle le Drias récent. Donc, c'est ce que j'ai souligné en mauve. Et donc, ce Drias récent, ça a été un changement très important pour les faunes, pour les êtres humains. Certains pensent d'ailleurs que l'invention entre guillemets de l'agriculture elle est liée à ce Drias récent, mais bon, c'est un thème d'un autre cours, une autre fois. Et donc voilà, on pense que, certains ont pensé que ça pouvait avoir joué un rôle dans l'accélération de ces extinctions. Et d'ailleurs, j'ose à peine vous en parler, mais il y a même des gens qui ont dit que le Drias récent, ça avait été causé justement par un astéroïde ou une comète qui était tombée sur Terre à cette époque-là. Il y a quelques années de ça, il y a une publication américaine qui a de gens qui ont dit qu'en faisant des sondages dans des lacs, ils avaient trouvé au moment du Drias récent des éléments, je crois que c'était du platine,
d'origine extraterrestre, etc. Et que donc c'était ça qui avait provoqué non seulement le Trias récent, mais aussi l'extinction de tas d'animaux en Amérique et au-delà. Bon, depuis, disons, on n'a pas vraiment pu, j'allais dire, dupliquer ces résultats, donc on a un petit peu mis toute cette histoire sous le tapis. Bon, en fait, encore une fois, quand on regarde le timing de ces extinctions, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est très troublant, c'est que la date d'arrivée des hommes dans ces différents continents, dans ces différentes régions du monde, en gros, coïncide avec les phases d'extinction les plus importantes. Donc voilà, en Afrique, il ne se passe pas trop d'extinction, dans le fond, dans la période concernée. Là où il s'en passe beaucoup, c'est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. Et vous voyez que, voilà, on pense que l'essentiel de l'arrivée des hommes en Amérique, c'est 13-15 000. Alors on pense qu'il y en a eu avant, hein, mais ils n'ont pas fait Flores, si je peux dire. Ils n'ont pas prospéré. Mais donc là, on a une arrivée importante. Et les extinctions en Amérique du Nord, entre 15 000 et 11 500, c'est 83% des genres présents qui disparaissent. Et on a la même coïncidence de temps en Amérique du Sud. Et alors en Australie, c'est pareil. C'est-à-dire en Australie, c'est beaucoup plus ancien, puisque les hommes sont arrivés en Australie quelque part entre 60 000 et 45 000. Donc, encore une fois, il y a de forts soupçons qui pèsent sur l'Homo sapiens. Voilà toujours pareil, une liste des genres de mammifères, enfin un graphe qui vous montre le nombre d'extinctions, c'est-à-dire en fait la date de dernière apparition dans le registre paléontologique de différents genres de mammifères en Amérique du Nord. Et vous voyez que, alors il y a des extinctions avant, et vous voyez que dans cette tranche de temps, disons un petit peu au-delà de 10 000 ans, il y a une accélération très très forte du nombre d'extinctions. Et alors il y a des gens qui ont essayé de modéliser tout ça, c'est-à-dire de prendre des grandes bases de données avec toutes les dates de dernière occurrence dans le registre paléontologique de différentes espèces, de différents changements climatiques, et ça dans différentes régions du monde et dans différents sites, et de modéliser, d'essayer de voir quelles étaient les corrélations entre, enfin, disons, le pouvoir explicatif des changements climatiques, de la présence de l'homme ou de la combinaison des deux. Et voilà une étude de 2015 qui vous montre que le climat a pu jouer un rôle, en tout cas un certain pouvoir explicatif du point de vue mathématique, statistique, sur des extinctions d'espèces, mais ce qui reste prévalent, c'est quand même cette coïncidence entre l'apparition de l'homme dans certaines régions, de l'homme moderne, et puis les extinctions qui se sont produites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette année. Je suis désolé de vous laisser sur une note comme ça un petit peu triste, un petit peu sombre. Hein. Et encore, j'ai choisi de ne pas parler des extinctions en cours. Mais voilà. Merci.